La crainte de la dioxine à Villeurbanne, 8 personnes évacuées hier soir de leur logement, près de 200 autres devront subir très rapidement des examens médicaux approfondis. La sécurité des Français au centre des discussions à l'Assemblée nationale avec M. Jean-Louis Debré, député de l'Eure, nous parlerons du problème des contrôles d'identité. L'an 2000 ne fait pas peur aux Français, mais ils ne sont tout de même pas très optimistes pour autant. Pour eux, dans 14 ans, le chômage sera encore le problème le plus important. Le Tour de France commence dans 2 jours. Jacques Anquetil est avec nous. Nous évoquons sa carrière et ses 5 victoires dans la grande boucle au travers du livre que lui consacre Jean-Paul Olivier. La météo, beau temps, toujours beau temps. Mercredi 2 juillet, cela fait 467 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine, 406 jours pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, 116 jours pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin, 56 jours pour Camille Sontag. Les 7 otages français du Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. À Villeurbanne, les experts et les médecins prennent très au sérieux l'incendie qui a ravagé lundi un transformateur de l'EDF. Ce transformateur contenait du pyralène, un produit qui, sous l'effet de la chaleur, peut dégager de la dioxine. Toutes les personnes qui se sont approchées des lieux de l'incendie et les habitants proches vont donc devoir subir un contrôle médical très sérieux. Il est également demandé à tous ceux qui jardinent dans ce secteur de ne plus consommer les produits de leur jardin. Jean Pézieux. Ce matin, à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, ont commencé les examens de 180 personnes qui ont été en contact avec les fumées échappées du transformateur de l'EDF à Villeurbanne et transportant de la pyralène qui peut, vous le savez, se transformer en dioxine, le gaz mortel de Céveso. Parmi ces personnes, il y a une trentaine de voisins à qui on a demandé d'évacuer leur maison et leur appartement, en tout 9 familles qui ont passé la nuit dans des chambres d'hôtel réquisitionnées par la préfecture. Les autres sont les secouristes, pompiers, policiers et les représentants des autorités, dont le maire de la ville, Charles Hernu. Je me prête volontiers à ces examens. Ce sont de bonnes mesures, a commenté l'ancien ministre qui avait sillonné les rues de la ville afin de rassurer ses administrés. Pas d'affolement, disent d'une même voix Charles Hernu, le préfet et les autorités médicales, mais pas question non plus de ne pas prendre toutes les précautions. Ne mangez pas les fruits et les légumes de vos jardins, conseille le médecin d'EDF, lavez-vous souvent. Les analyses des fumées seront faites par le laboratoire français Rhône-Poulenc et un laboratoire américain. On en connaîtra tous les résultats lundi et, peut-être pour une part, vendredi. Les députés planchent en ce moment sur les textes préparés par le gouvernement et qui concernent la sécurité des Français et la lutte contre le terrorisme. Cette nuit, les députés ont adopté en première lecture le texte qui concerne l'application des peines. Un texte qui a donné lieu d'ailleurs à une passe d'armes rapide entre M. Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, et le ministre de la Justice, M. Albin Chalandon. Thème du débat, la peine de mort. Il n'y a pas d'autre clé de voûte à notre système pénal, peut-être par son caractère sacré, que la peine capitale, à peine vénielle, châtiment d'avertissement, à peine criminel, châtiment capital. Un débat sur la peine de mort vraiment mérite mieux qu'une discussion qui serait un peu à la sauvette. Et j'ajoute que la peine de sûreté que nous alourdissons n'est pas un substitut à la peine de mort, parce que rien ne peut remplacer la peine de mort. Monsieur Jean-Louis Debré, vous présenterez à vos collègues députés le rapport relatif au contrôle et aux vérifications d'identité dans la rue. Alors, qu'est-ce qui va changer avec le nouveau texte de loi du gouvernement par rapport au texte précédent qui datait de 81? Si vous voulez, pour vous, pour moi, pour la majorité des Français et des Françaises qui sont en règle, qui ne se cachent pas, qui ne se promènent pas dans la marginalité, rien. C'est-à-dire que lorsqu'un policier vous demandera quelle est votre identité, et vous direz, je m'appelle Jean-Louis Debré, il n'y a pas de problème. Par contre, pour tous ceux et toutes celles qui ne veulent pas donner leur identité, qui s'épanouissent dans cette clandestinité, alors la police pourra procéder à des vérifications. Mais enfin, si je n'ai pas de papier sur moi. Vous pourrez par tout moyen, la loi le dit bien, par tout moyen, et pas uniquement par la carte d'identité, par tout moyen, prouver votre identité par une carte de transport, par exemple, un chéquier, par un coup de téléphone donné chez vous. Il n'y a pas l'obligation d'avoir une carte nationale d'identité. Alors, l'opposition, quand même, vous reproche, disons, de recréer ce que l'on a appelé, il y a un certain temps, le délit de sale gueule. Est-ce qu'effectivement, ces contrôles d'identité ne vont pas être faits d'une manière tout à fait subjective? Je ne le crois pas, pour la raison suivante.
Et au contraire, nous abolissons le risque de délit de sale gueule. Dans la loi ancienne, en vertu des décrets de 1946, on pouvait contrôler un étranger. Aujourd'hui, on ne contrôle plus seulement les étrangers, on contrôle tout le monde. Donc on fait un régime commun pour l'ensemble des personnes et des femmes qui se trouvent sur le territoire français. C'est très important parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'application des peines et depuis quelques semaines, l'Assemblée nationale étudie des projets de loi et vote des lois pour renforcer la sécurité des Français. Ce projet de loi qui va être présenté à partir de demain à l'Assemblée nationale est très important car il s'agit de prévenir la délinquance quotidienne, celle qui trouble les Français, en essayant de porter des coups dans la fourmilière de la petite délinquance, en donnant des moyens juridiques à la police et aux magistrats pour essayer de contenir cette petite délinquance. Mais enfin, Jean-Luc Debré, il y a quand même une mesure qui va peut-être contrarier beaucoup les personnes. Présenter ces papiers, bon, à la rigueur, ça va, ça ne pose pas de problème, mais en revanche, quand on va vous demander de mettre vos empreintes digitales ou prendre une photographie de vous, là, on devient non plus contrôlé, mais suspect pratiquement. Non, il faut bien relire le texte de la loi et surtout les amendements que j'ai fait adopter par la commission des lois. D'abord, vous êtes interpellé sur la voie publique par un policier qui vous demande votre identité. Si vous pouvez la prouver, par tout moyen, il n'y a aucune difficulté. Si, au contraire, vous ne voulez pas, ou vous avez de bonnes raisons pour cacher votre identité, s'il y a quelque chose de suspect, à ce moment-là, vous pouvez être conduit dans un local de police judiciaire, où l'officier de police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la République, peut procéder à un certain nombre de vérifications. Et pour la prise d'empreintes et pour les photographies, elles ne sont possibles qu'après l'accord express, je le souhaite, c'est l'amendement que nous allons déposer et que j'espère que le gouvernement va adopter, qu'après l'autorisation du procureur de la République. Merci Jean-Luc Debré, bonne discussion à l'Assemblée sur ce texte de loi. Dans quelques jours, M. Henri Roch ne pourra probablement plus dire qu'il est titulaire d'une thèse d'État, la thèse qu'il avait présentée devant un jury de l'Université de Nantes et qui remettait en cause l'existence des chambres à gaz durant la Seconde Guerre mondiale, sera probablement annulée pour vice de forme dans la constitution du jury. La décision pourrait être annoncée dès cet après-midi par M. Devaquet. M. Devaquet est ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale. Olivier Lerner. Annulation de la thèse d'Henri Roch, ici à l'image, c'est probable, mais les sanctions risquent de tomber cet après-midi. Premier visé, le rapporteur de la thèse, Jean-Claude Rivière, professeur de littérature médiévale à l'Université de Nantes. Le jury constitué autour de lui ne comportait pas de véritables historiens. Jean-Claude Rivière a d'ailleurs disparu physiquement de l'université depuis sa mise en cause. À travers un simple message adressé à ses collègues, il a simplement demandé qu'on le pardonne. D'autre part, le ministre Alain Devaquet pourrait engager des poursuites judiciaires pour faux en écriture. C'est sur la forme que la thèse d'Henri Roch est aujourd'hui attaquée. Mais au moment où l'affaire a éclaté, ce sont les idées mêmes, c'est-à-dire le document qui tente à nier indirectement l'existence des chambres à gaz nazies qui est apparu insupportable aux historiens. Il aura fallu 1 an pour que les enseignants nantais de droit et sciences éco révèlent cette affaire au grand jour et se mobilisent. Il aura fallu 3 jours de réflexion aux dirigeants du Parti communiste français pour répondre à l'offre faite dimanche lors de la convention nationale du PS par Lionel Jospin. Ce dernier proposait la création d'un Conseil national de la gauche. Dès lundi, M. Doubin, pour le MRG, avait répondu positivement avec toutefois des réserves sur la nature de ce Conseil. Ce matin, c'est M. Georges Marchais qui a donné la réponse du PC. Serge Misret. Il est bon de rappeler, au moment où le Parti socialiste se fixe comme objectif, lui, une alliance allant jusqu'au centre, plus un vague conglomérat, je l'ai montré, rassemblant ici ou là quelques trotskistes ou un socialiste honteux, eh bien, que face à cela qui n'ouvre pas de perspective, il est bon de rappeler que nous, communistes, nous ouvrons une vraie perspective de rassemblement et d'union. Les rassembleurs, c'est nous. Les partisans de l'union, c'est nous. Tandis que le Parti socialiste, lui, se fixe comme objectif d'affaiblir le Parti communiste pour la mise en œuvre de sa stratégie. La grande peur des fins de millénaire ne semble pas atteindre les Français. C'est la constatation que l'on peut faire à la lecture d'un sondage réalisé par la Sofres au cours du mois de juin à la demande d'Antenne 2 et de l'événement du jeudi. L'an 2000, c'est dans 14 ans.
on a bien l'impression que pour les Français, la société et le monde ne vont guère évoluer radicalement au cours de ces années. Ève Mété. Ah, petit téléphone. Oui. Bien. Eh bien, très bien, on va faire un petit voyage. Donc, petit retard sur ce sujet à propos des sondages sur l'an 2000. Alors, je propose de remonter un petit peu, nous déplacer, plutôt de quitter la France, et de rejoindre l'Amérique latine, car le pape y est arrivé hier. La paix et la conciliation, ce sont d'ailleurs les deux premiers thèmes abordés par le pape Jean-Paul II quand il est arrivé en Colombie. Le souverain pontife a été accueilli à Bogota par le président de la République colombienne et pas moins de 13 membres du gouvernement. Au moment où le Saint-Père posait le pied sur le sol colombien, les 1250 cloches des églises de Bogota se sont d'ailleurs mises à sonner. Agnès Poirier. Toutes les cloches, en effet, d'église de Bogota se sont mises à sonner hier, quand le pape Jean-Paul II est arrivé à l'aéroport. J'ai baisé la terre colombienne en signe de conciliation, d'affection pour chacun des habitants de ce pays, a dit le Saint-Père. Une parole de paix dans un pays en proie à la violence. Des centaines de milliers de personnes ont acclamé Jean-Paul II sur le chemin de l'aéroport et dans la capitale colombienne. Au siège du gouvernement, le pape a ensuite parlé longuement. Il est nécessaire de fermer la brèche entre les riches et les pauvres qui va s'élargissant de manière alarmante, a affirmé Jean-Paul II. La visite du pape en Colombie se poursuivra pendant 7 jours. Il visitera 11 villes colombiennes et notamment Armero, là où le 13 novembre dernier, un fleuve de boue a enseveli 23 000 personnes. Je viens de l'apprendre, le Conseil constitutionnel a déclaré il y a quelques minutes, conforme à la Constitution, la loi rétablissant le scrutin majoritaire pour l'élection des députés, sous quelques réserves d'interprétation qui commandent la délimitation des circonscriptions. C'est ce que l'on indique au siège du Conseil constitutionnel au Palais Royal. Le Conseil pose 3 conditions auxquelles devront se conformer les ordonnances qui fixeront le cadre de cette réforme du scrutin. Il faudra respecter les limites cantonales, n'utiliser le cas échéant le maximum d'écart, c'est-à-dire 20% en plus ou en moins, entre la population d'une circonscription et la population moyenne des circonscriptions du département, et en plus s'abstenir, mais ça me semble un peu normal, de tout arbitraire. On attendait cette décision aujourd'hui, elle est donc tombée. Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution la loi rétablissant le scrutin majoritaire en France. On a retrouvé notre sondage. Et la grande peur de la fin du millénaire, mais pas de grande peur, je vous le disais, les Français finalement sont assez sereins. Ils ont l'impression que rien ne changera tellement d'ici à la fin de ce siècle. Ève Mété. Aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui, les événements considérés comme les plus probables d'ici l'an 2000 par les Français sont le développement du chômage, la montée du terrorisme et de la violence, la faim dans le monde et une catastrophe écologique de type nucléaire. Du côté des valeurs morales, les Français voient le développement de l'individualisme, un retour à la morale traditionnelle, un retour aussi à la famille, mais attention, ne vous y trompez pas, la religion, elle, devrait avoir moins d'importance. Du côté des technologies, les Français voient un développement tous azimuts de l'informatique qui viendrait révolutionner leur vie quotidienne. 47% pensent que les enfants auront le choix entre l'école traditionnelle et l'école à la maison avec un ordinateur. 49% pensent, eux, que les billets de banque seront totalement remplacés par de la monnaie électronique. Devant ce tableau, les Français ne sont pas inquiets. 67% d'entre eux répondent que l'an 2000 ne leur fait pas peur. Je crois, et c'est tout à fait naturel, que les gens sont incapables de voir vraiment l'avenir. Nous projetons sur l'avenir ce que nous sentons dans l'immédiat. Donc ces sondages ne sont pas extrêmement intéressants sur l'avenir, ils sont extrêmement intéressants sur le présent. Ils révèlent comment les gens vivent les choses du présent, mais sur l'avenir. Autre point intéressant, donc, en l'an 2000, les Français pensent qu'il y aura un retour à l'individualisme, à la morale et à la famille. C'est une redécouverte de valeurs qui n'ont jamais cessé d'exister et des valeurs sous une autre forme. N'est-ce pas? Si on avait dit à nos grands-pères, à nos grands-mères peut-être encore plus,
Je ne crois pas que ça fasse tellement de différence. Au fond, que la famille serait ce qu'elle est aujourd'hui, ils auraient dit les valeurs s'effondrent, rien n'est plus possible, tout ça est inacceptable. Or, nous retrouvons dans une famille totalement différente des valeurs qui nous sont indispensables, qui sont des valeurs d'équilibre, de stabilité et d'affection, de tendresse dont on a besoin. On ne peut pas vivre sans ça. Eh bien, on va les chercher autrement. Mais ça ne veut pas dire retour à la famille d'il y a un siècle, ou même d'il y a 50 ans, ou même d'il y a 20 ans. C'est autre chose. Et quand les gens parlent de famille, ils parlent d'autre chose. Voilà, ce sondage sur l'an 2000 a été réalisé par la Sofres au cours du mois de juin. Nous vous en reparlerons ce soir dans notre journal de 20h. Et bien sûr, vous pourrez en retrouver les grandes lignes demain dans l'événement du jeudi, puisque c'est Antenne 2 et l'événement du jeudi qui avait commandé ce sondage. Il y a un mois, le 18e tir d'Ariane se soldait, hélas, par un échec. Le 3e étage de la fusée européenne n'avait pas voulu fonctionner correctement. La commission d'enquête, qui était chargée d'analyser les raisons de cet échec, va rendre son rapport, probablement dans la soirée. Un rapport qui ne met pas en cause la technique employée, mais plutôt la phase industrielle de l'exploitation d'Ariane. Jacques Violet. Ariane ne guidera sûrement pas de satellite en orbite avant le début de l'année prochaine. Le fil est rompu. En moins d'un an, 2 ratés, imputables au fameux 3e étage. Par rapport à l'échec du vol numéro 15, le 12 septembre 1985, le lanceur a été détruit en vol. La commission d'enquête avait alors conclu et accusé des vannes d'alimentation. Aujourd'hui, rien de comparable. Alors quoi? Depuis un mois, les enquêteurs ont épluché les télémesures, passé au peigne fin toutes les données du vol numéro 18. Ils n'auraient pas constaté d'anomalie jusqu'à l'allumage du 3e étage, ni décelé de pièces défectueuses. Une seule chose, les marges de fonctionnement des composants de ce moteur si complexe seraient trop justes, trop strictes, et ne toléreraient pas le moindre centième de seconde de retard après l'allumage au moment de l'injection hydrogène-oxygène. Il faudra continuer les investigations pour détecter de façon catégorique le processus qui aboutit à la panne. La crédibilité du lanceur européen en dépend, tout le monde en est conscient. Une campagne d'essai du 3e étage sera exigée à la SEP, le fabricant des moteurs. Ariane ne redécollera pas avant que ces essais soient concluants. La chaleur, c'est bien agréable lorsque le thermomètre reste tout de même assez sage. Vous avez pu constater l'inverse à la fin de la semaine dernière. Et la France n'est pas le seul pays où il fait chaud. Les États-Unis, eux aussi, connaissent un début d'été particulièrement ensoleillé. Alors tout est bon pour se rafraîchir, tout est bon aussi pour rafraîchir nos amis les bêtes. C'est ainsi qu'en Alabama, un petit lapin a trouvé le système idéal, un bac, de l'eau dedans et un plongeon. Pouf! Ce petit lapin est, paraît-il, capable de rester plusieurs heures, comme ça, mollement étendu dans l'eau fraîche. On ne sait pas s'il lit. En France, en tous les cas, on aura du mal à le faire. Il finira peut-être en pâté aussi, celui-là, de ces jeux. Mignon ce petit lapin, mon cher Laurent. Absolument, très mignon. Et vous savez que pour commencer la météo, aujourd'hui, il y a 2 solutions. Soit on dit, il fait beau, il fait chaud, ça c'est le côté estival. Et puis soit on dit, attention, les risques de sécheresse commencent à arriver, ça c'est le côté plus terre à terre. De toute façon, les raisons sont les mêmes. Le soleil, la chaleur sont là. On regarde tout de suite la carte du temps, la photo satellite, pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Il y a toujours un anticyclone sur l'Europe du centre, entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Cet anticyclone bloque l'arrivée de ces nuages. On pensait que ces nuages allaient arriver aujourd'hui sur toute la moitié ouest du pays. Eh bien, il n'en est rien. Ils sont restés sur l'Atlantique. Quelques petits nuages se sont développés, mais ce sont des nuages qui viennent du sud, de l'Espagne, de l'air humide qui, au passage des Pyrénées, s'est cumulifié et a donné quelques nuages partout ailleurs. Vous le voyez, c'est du temps très clair, justement grâce à cet anticyclone qui maintient des masses d'air assez sèches. Alors, on regarde la carte du temps prévu pour cet après-midi et on s'aperçoit que sur la majeure partie du pays, c'est du beau temps ensoleillé avec quand même un ciel légèrement voilé, quelques cirrus et nuages d'altitude qui donnent un temps ensoleillé, c'est vrai, mais avec un ciel qui n'est pas tout à fait bleu. Alors si on passe région par région, sur toutes les côtes de la Manche, aujourd'hui il fait beau avec un ciel ensoleillé. La température de l'eau, puisque nous sommes en été et qu'il y a beaucoup de gens qui sont au bord de la mer, la température de l'eau va de 16,5 degrés jusqu'à 18 degrés sur la pointe de la Bretagne, 18 degrés entre autres à Bénodet. Vous voyez, température assez agréable et la mer est belle, temps agréable. Sur toute la façade atlantique du pays, de la Bretagne de nouveau, mais jusqu'à
jusqu'à l'Aquitaine, là aussi c'est un ciel assez ensoleillé, mais avec des nuages résiduels, c'est ceux que je vous montrais tout à l'heure sur la photo satellite. La température de l'eau est agréable, de 18 à 21 degrés. 21 degrés par exemple au Cap-Breton, dans les Pyrénées-Atlantiques, et puis 18 degrés du côté de Noirmoutier. Sur le centre de la France et sur les reliefs, sur les Pyrénées, sur le Massif central et sur les Alpes, c'est un temps très chaud avec des risques d'orage. Alors attention, ce sont des orages magnétiques, c'est-à-dire vous allez entendre le tonnerre, mais il n'y aura pas de pluie, pas de nuages, parce qu'évidemment, les masses d'air sont très fraîches, sont trop sèches, pardon. Et puis enfin, pour terminer sur la Méditerranée, là aussi la température de l'eau est agréable, de 21 jusqu'à 23 degrés. Le ciel est clair, il n'y a que très peu de vent. On va passer maintenant aux températures, des températures qui sont agréables, tout à fait normales pour la saison. Elles ne sont pas extraordinaires, elles ont un petit peu baissé par rapport à la fin de la semaine dernière. De 18 degrés à Cherbourg jusqu'à 30 degrés à Strasbourg sur la moitié nord du pays. 28 degrés à Paris, pas de problème. Et de 25 degrés à Biarritz, là où il risque d'y avoir un petit peu de nuages, jusqu'à 31 degrés sur la moitié sud, 31 degrés, vous le voyez, à Toulouse et à Grenoble, 27, 28 degrés en Corse. J'en aurais terminé quand je vous aurais dit que cet après-midi, il fera 19 degrés, mais ça c'est à Moscou, et 29 degrés, et ça c'est à Lisbonne. Les générations se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Il y a une vingtaine d'années, le souhait des jeunes, dès qu'ils étaient étudiants ou dès qu'ils travaillaient, était de quitter rapidement le domicile familial, de se lancer tout de suite dans la ville. Aujourd'hui, tout semble avoir changé. Les jeunes de 19, 20 ou même 25 ans préfèrent, paraît-il, rester auprès de papa et de maman. C'est une tendance qui va croissant. Monique Cara. Elle habitait Germaine, une chambre de bonne, quelque part dans le 5e, à côté de la Sorbonne. Les WC sur le palier, une fenêtre sur la cour, en haut d'un escalier. Depuis 2 ans, Sophie fait des études supérieures à Paris et pour lui rendre la vie plus facile, ses parents lui ont acheté et aménagé une petite chambre à quelques rues de son école. Et pourtant... Voilà, c'est ma petite chambre sur le toit de Paris, c'est vraiment tout près de mon école. Alors je suppose que vous y vivez tout le temps? Non, jamais. Et pourquoi? Parce que je préfère rester chez maman. C'est bien plus loin, mais c'est beaucoup plus sympa. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman. Comme 77% de jeunes, selon un récent sondage, Sophie préfère donc à la liberté solitaire d'une petite chambre en ville les 2 heures de transport quotidien, la fatigue et les encombrements pour rejoindre tous les soirs en banlieue le cocon familial. Une nouvelle génération d'étudiants qui, en 20 ans, est passée de la boulimie d'indépendance de l'après 68 à cet excès d'assistance des années 80. Je pense que c'est pas parce que je reste à la maison avec mes nounours que je reste enfant. Bon, il y a peut-être un côté enfant parce que je veux pas quitter la maison, mais finalement, à côté de ça, je vis ma vie, j'ai mes amis, je sors, je pars en vacances seule. Il y a l'ambiance familiale qui est très importante. Il y a également les commodités et puis finalement une certaine habitude. Parce que bon, on a beau avoir 20 ans, on a quand même ses petites habitudes. C'est pratiquement comme à 60 ans finalement. On sent qu'on s'occupe bien, enfin je sens qu'on s'occupe bien de moi. Je suis pas complètement abandonnée dans Paris avec des étrangers partout. Si, il faut que tu le fasses, Sophie. Mais non. Si, quand elle a des problèmes, elle vient se confier, on en parle, on essaie d'arranger les choses. C'est agréable. Elle contribue quand même à m'aider, elle participe dans la mesure du possible. Je sais qu'il y a eu une petite période où on avait beaucoup de va-et-vient. Des copains, des copines, et puis Sophie, ayant un peu plus de maturité, a quand même compris que... Mais c'était pas dans le sens d'hôtel, mais c'est bon, c'était sympathique, quoi. On recevait, mais c'était un peu quand même beaucoup. Et puis là, maintenant, ça s'est un peu estompé, elle a bien compris qu'il fallait quand même pas exagérer. Sinon, je trouve ça très sympathique de connaître les amis de mes enfants, et puis que la maison soit ouverte, mais pas trop quand même. Ce sera moi. Oui. Moi, mon sentiment, je regrette un petit peu. Je préférerais qu'elle continue de vivre plus pleinement sa liberté. Pourquoi? Parce que c'est l'expérience de la vie. Et qu'à son âge, il me semble qu'elle a besoin de vivre autrement. Jeune, moins contestataire, parent déboussolé mais plus tolérant, le conflit des générations d'autrefois s'est transformé aujourd'hui en un dialogue plus permanent au sein d'une famille plus soudée. Alors, famille, port d'attache, tremplin pour l'avenir ou bouée de sauvetage, à chacun sa réponse. Tu peux très bien être étudiant et devenir adulte en restant chez toi. On n'est pas très indépendant quand même, je veux dire, on ne vole pas toujours de ses propres ailes. On prend tout ce qui est avantageux chez ses parents, et puis ce qui peut nous faire grandir, nous faire mûrir, j'ai pas l'impression qu'on l'aime.
Quand tu fais des études supérieures, tu peux pas te permettre de perdre ton temps à, je sais pas, aller faire les courses, même... Il y a la maman pour ça. Oui, il y a la maman pour ça, c'est ça. Tu rentres chez toi, tout est déjà fait, tu te mets les pieds sous la table, bon, à la rigueur, tu débarrasses et tu vas travailler. Finalement, je suis encore étudiante, je pense que j'ai encore le temps, je n'ai que 20 ans. Bon, je pense que je quitterai pas la maison avant 25 ans, à moins que... Mais non, pour l'instant, je suis bien à la maison, je pourrais y rester. Benoît Brault, bonjour, vous êtes, je le rappelle, rédacteur en chef de l'Étudiant. Alors comment peut-on expliquer ce côté familial, j'allais dire d'ailleurs un peu popote, des jeunes 85-86? Moi je dirais pas popote, moi j'expliquerais en disant c'est à la fois des raisons de nécessité et des raisons de goût. Nécessité, je crois que c'est le chômage, la poursuite d'études plus longtemps, des problèmes d'argent, tout le monde en a mais les jeunes particulièrement, c'est un âge où on n'a pas beaucoup d'argent. Et ça, c'est pas nouveau, hein, honnêtement. Si, je crois que ce qui est nouveau, ces phénomènes-là sont accentués. Le problème de chômage et d'études plus longues, c'est tout à fait nouveau. Problème de manque de logement pour les jeunes. Ce qui est logement en résidence universitaire, il n'y en a pas assez, et c'est vraiment très moche. En plus, ça, c'est trop cher pour ce que c'est. Et en dehors des logements universitaires, trouver un studio, quand on a la chance, comme les parents de Sophie, qui vous le payent, c'est très bien, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est très, très, très cher. Alors, je crois que ça, c'est l'aspect nécessité. Puis, l'aspect goût, cette situation, en fait, ça arrange un peu tout le monde. Parce que ça arrange les jeunes, et on s'aperçoit qu'ils s'entendent de mieux en mieux avec leurs parents. Là, il y a un retour à la famille très net. On s'aperçoit aussi que en fait, les parents sont très contents de garder leurs petits qui sont plus si petits un peu plus longtemps chez eux parce que finalement ils savent bien qu'un jour ou l'autre ils vont partir mais ça va très bien comme ça et je crois que là ce côté goût en fait cette situation qui arrange tout le monde explique beaucoup de choses et Sophie l'expliquait très bien. Alors, ce qui est un petit peu frappant, c'est de voir les parents qui font des efforts démesurés pour rester jeunes, pour avoir un comportement décontracté et jeune, et puis les jeunes, finalement, qui restent vieux, Sophie le dit, elle dit on se comporte un petit peu comme des vieux de 60 ans, et qui semblent parfois avoir peur de s'assumer. Je dis oui, là, je crois que vous caricaturez un peu. Parce que Sophie, c'est vrai, avait un côté très popote, un peu vieille. Mais je crois que c'est de manière plus générale. C'est que les parents ont beaucoup changé. Les jeunes ont changé, mes parents aussi. Et donc, effectivement, les parents font un effort pour rester jeunes. Moi, j'ai l'impression que, assez naturellement, maintenant, ils comprennent beaucoup mieux leurs enfants. Parce qu'ils vivent ensemble beaucoup plus de choses. Parce qu'ils sont en contact avec beaucoup plus d'ouverture sur le monde que... Deuxièmement, les jeunes ont une attitude aujourd'hui beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'idéologie dans tout ça. Autrefois, c'était la famille, surtout pas, je veux partir aux raisons de principe. Les principes, aujourd'hui, les jeunes s'en foutent complètement. Ils comptent. Aujourd'hui, efficacité, je compte. Certains disaient c'est plus efficace pour mes études, donc je reste. D'autres diront je suis bien comme ça et il n'y a pas là-dedans d'idéologie qui rentre, il n'y a pas de principe qui rentre. Ça me va, je continue. C'est famille, je vous aime qui a remplacé famille, je vous hais. C'est tout à fait ça, c'est famille, je vous aime. Ça, on le ressent très fortement. Ce retour des valeurs familiales, votre sondage avec la Sofres sur l'an 2000 disait on le sent pour l'an 2000. C'est un début, on le sent tout de suite, ça. Oui, il y a un élément qui, effectivement, dans le sondage, laisse apparaître un retour de la famille. Mais est-ce que ce n'est pas justement parce que la famille a changé finalement en 20 ou 30 ans le fils ou la fille reste effectivement à la maison, mais finalement, il est à la maison comme s'il était ailleurs. Il est très indépendant. Il peut amener aussi son petit ami ou sa petite amie. Tout à fait. Et ça, je crois que certains parents diront c'est de la permissivité ou c'est un scandale que des parents tolèrent que ma fille reçoive son petit ami sous mon toit. Moi, je ne dirais pas que c'est de la permissivité, je crois que c'est de l'intelligence. Je veux dire, les parents et les enfants aujourd'hui ont su trouver une manière de vivre ensemble qui est une manière intelligente, qui est une manière actuelle. On ne vit plus ensemble en 1986 comme on vivait il y a 20 ans. Et ça, je crois que c'est effectivement des choses qui sont en train de rentrer dans les mœurs. Alors, on trouve encore des parents très durs et on trouve des parents effectivement très permissifs qui laissent tout faire en faisant n'importe quoi pour que leur petit reste chez eux. Mais on trouve aussi, je crois que c'est la majorité des parents intelligents. Et des enfants qui eux aussi sont intelligents et on s'entend. Est-ce que l'on connaît à peu près les tranches d'âge de ces parents justement intelligents? Ils sont plutôt des parents jeunes ou des parents plutôt âgés? Écoutez, honnêtement, j'en sais rien. Non, il n'y a pas de statistiques là-dessus. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt des plus jeunes, mais c'est même pas évident. Je crois que là, l'intelligence et la capacité de dialogue et d'harmonie n'a rien à voir avec l'âge d'artère. Merci. Les choses sérieuses commencent réellement à Wimbledon, sur l'herbe du Central. Les quarts de finale vont se dérouler à partir d'aujourd'hui. Pour les Français, une rencontre toute particulièrement attendue, celle qui opposera Henri Lecomte à l'Australien Pat Cash. Patrick Naff. Le Central de Wimbledon risque de prendre quelques degrés de plus cet après-midi. D'un côté, Henri Lecomte. Son arme favorite, le service volé. Vainqueur facile de Fitzgerald en huitième de finale. De l'autre, Pat Cash. Serveur redoutable lui aussi, puissant, très physique, coqueluche des jeunes londoniennes et tombeur du numéro 2 mondial, Mats Wilander, après une partie éprouvante mais digne d'une finale. De toute façon, il faut voir, il faut jouer, on ne va pas se mettre dans la tête des idées en disant bon, il a joué plus, je vais plus fatigué, puis on va se compliquer les choses. Il faut arriver sur le match bien et pour l'instant je suis en pleine forme, tout va bien, donc ça va.
Henri Lecomte devra pourtant se méfier de Pat Cash, bien remis de ses ennuis de santé, excellent au filet, presque impassable. Wilander en a fait l'amère expérience. Face à l'Australien, il disposera peut-être d'une arme très dangereuse, son retour de service. Et puis, Wimbledon a souvent vu triompher les gauchers comme Lever, Connors ou McEnroe. Alors, pourquoi pas Lecomte? Pat Cash, Henri Lecomte, cet après-midi, 15 h en direct sur Antenne 2. Dans 2 jours, le Tour de France, édition 86, va commencer. Comme chaque année, la grande boucle de plus de 4000 km s'ouvrira par un prologue. Ce sera l'événement sportif de ce mois de juillet après le Mondial. Le Tour de France pour les Français, c'est Louison Bobet, c'est Bernard Hinault bien sûr, mais c'est aussi et peut-être surtout Jacques Anquetil. 5 victoires entre la fin des années 50, si je ne me trompe pas, et le début des années 60. Jacques Anquetil, bonjour. Bonjour. Jean-Paul Olivier vous consacre son dernier livre chez Flammarion. Alors tout de suite, est-ce que vous vous souvenez de ces images? Vous aviez 20 ans, c'était en 1954. Jacques Anquetil, la grande révélation française, par le dernier, parce qu'il termina premier l'an dernier. Le Suisse Hugo Koblet, gros favori, n'est manifestement pas à son aise. Le Belge Brancard est en train de battre le record de l'épreuve et on le croit vainqueur, mais Jacques Anquetil rattrape Blum, parti 8 minutes avant lui. Magnifique déshance, Jacques Anquetil avale d'un trait le plateau de Buc, la vallée de Chevreuse et Boulogne-Billancourt. Le Parc des Princes l'avale à son tour. Et Jacques Anquetil, grand vainqueur, bat le record de l'épreuve à 39 km 898 de moyenne. Alors ça, c'était pratiquement le début de la carrière. C'est la deuxième année de grande carrière. Oui, la deuxième année, parce que je crois que c'était des Nations en 1954, exactement. Hein. La deuxième fois où je dis c'était des Nations. Oui, c'est ça. Deuxième victoire. Deuxième victoire dans les Nations. Et c'est l'une des victoires les plus courtes d'ailleurs dans ce Grand Prix des Nations, puisqu'il avait battu Anquetil Brancard de quelques secondes seulement. Il faut dire aussi que c'était un phénomène extraordinaire parce qu'il y avait à ce moment-là un directeur sportif très haut en couleur qui s'appelait Francis Pélissier. Et Francis Pélissier, lui qui avait été un grand champion, devenait grand directeur sportif et avait fait une sorte de fixette sur le Grand Prix des Nations. Il s'était mis un jour dans la tête de faire gagner un coureur bordelais qui était très modeste, qui s'appelait Berton. Et je vous raconte cette anecdote rapidement pour vous situer un petit peu la façon dont il s'est comporté avec Jacques Anquetil ensuite. Et il avait pris ce dénommé Berton, qui n'avait pas gagné grand-chose dans sa vie, il lui avait dit « tu vas me gagner le Grand Prix des Nations ». Alors le pauvre gars avait dit « vous savez, je viens de ma province et tout ». Il a dit « tu vas rester 15 jours avec moi, à Mantes-la-Jolie, je vais te soigner, te préparer derrière vélomoteur et tout ça ». Et puis, Francis Pélissier s'était aperçu qu'il y avait une petite complicité, quelques clins d'œil avec sa serveuse, qui s'appelait Suzanne, qui était belle, opulente. Et puis, un jour, Berton lui dit « non, monsieur Pélissier, c'est fini, je travaille pendant 15 jours, je sais que je ne pourrai pas gagner le Grand Prix des Nations ». Alors là, Francis Pélissier rentre dans une colère extraordinaire, lui dit « non seulement tu vas me gagner le Grand Prix des Nations, mais quand tu auras gagné le Grand Prix des Nations, tu auras Suzanne. » Et il a gagné le Grand Prix des Nations. Le reste appartient aux alcools. Mais c'est pour vous dire comment... Cette histoire je connaissais cette histoire, mais moi j'ai gagné le Grand Prix des Nations, on m'avait rien promis. Alors c'est pour vous dire si Jacques Anquetil ensuite, lui, n'a pas obéi aux directives de Francis Pélissier. C'est-à-dire il avait dit à Francis Pélissier, vous avez peut-être été un grand champion, mais enfin les conseils, vous savez, je m'en moque un peu, je ferai comme avant. Oui, ça, oui. Et je crois quand même en 1954, l'année où on vient de voir le Grand Prix des Nations, Francis Pélissier n'avait que Dieu que pour Koblet cette année-là, je crois, parce que j'étais militaire, puis il trouvait que j'étais pas tellement sérieux, et alors tout mon tableau de marche avait été fait un peu en fonction d'Hugo Koblet. Et d'un seul coup, Koblet abandonné, je me suis retrouvé avec 4 minutes d'avance sur Koblet, mais j'avais oublié Brancard et Vitré, je crois. Alors à 40 km de l'arrivée, je devais avoir 3 minutes de retard sur Brancard, et c'est là que j'ai gagné d'extrême justesse dans les derniers kilomètres ce Grand Prix des Nations. Mais justement, cette extrême justesse, c'est souvent ce qu'on vous a reproché, Jacques Anquetil. On a dit, Anquetil, c'est un ordinateur sur le vélo. S'il y a une seconde, ça suffit pour gagner, il fera une seconde de mieux. Oui, parce que quand c'est trop difficile, on ne peut pas gagner avec une marge énorme. Mais enfin, disons que cette année-là, c'était quand même un accident. Je ne pouvais pas faire autrement. J'avais 3 minutes de retard à 40 km de l'arrivée. Et si j'ai gagné de justesse, c'est que je ne pouvais pas gagner avec davantage. Oui. Par contre, j'ai aussi gagné le Grand Prix des Nations avec 5 ou 6 minutes d'avance. C'est arrivé. Ça avait été Vous avez gagné combien de fois le Grand Prix 9 fois. 9 Grands Prix des Nations sur 9 participations. Pas mal. 5 Tours de France, alors parce que dans votre livre vous survolez la carrière, enfin vous la survolez pas, il y a quand même 220 pages. Oui, vous savez, je crois que Jacques Anquetil en fait n'a pas cherché à meubler son palmarès. Il a surtout travaillé en fonction des défis. Il était l'homme des défis, du reste c'est le titre de l'ouvrage, parce que lorsqu'on le lançait dans une aventure, de temps en temps Géminiani lui disait celui qui gagnerait le critérium du Dauphiné libéré et aussitôt après enchaînerait et gagnerait Bordeaux-Paris, alors là, celui-là lui baiserait les pieds et fait sa carrière, on se souviendrait
de lui toute sa vie. Pourtant, c'était en fin de carrière que vous avez réalisé ce... Pas tout à fait, j'avais 31 ans, c'était en 1965. 65, quand même. Oui, alors là c'était un pari un peu, je ne veux pas dire stupide, il paraissait stupide au départ, mais enfin ça a réussi. Mais j'ai joué le jeu avec Geminiani, j'étais d'accord avec lui. Cela dit, je peux vous dire qu'au départ de Bordeaux, après le Dauphiné libéré, j'ai longuement regretté. Les 500 premiers kilomètres, vous savez, je regrettais d'être parti dans cette aventure, mais quand on doit abandonner dans une épreuve, si toutefois on doit abandonner, eh ben on abandonne avec les honneurs, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on tombe de bicyclette. Alors je suis jamais tombé de vélo, et c'est comme ça que j'ai pu gagner Paris et relier Paris en vainqueur. Alors si on avance dans les années, on va se retrouver en 1964, je ne dirais pas que c'est la fin de votre carrière, mais c'est quand même le début un petit peu du déclin, et pourtant dans le Tour de France, il y a une étape qui va rester gravée dans les mémoires de tous ceux qui ont suivi le Tour de France, c'est cette étape du Puy-de-Dôme. Alors essayez de deviner qui était à côté de vous. Poulidor attaque, Anquetil répond, une page d'histoire s'imprime. Mais Poulidor n'a pas attaqué assez tôt. Et quand il s'en est allé, assourdi par les clameurs de la foule, c'est pour prendre 42 secondes seulement à Jacques Anquetil. Il reste 14 secondes au classement général entre les deux hommes. Belle étape, ça. Oui, là aussi j'avais que 14 secondes d'avance, mais je n'avais pas calculé. Vous savez, j'étais vraiment à l'extrême limite de mes forces, j'étais au bout du rouleau. Et heureusement pour moi, il restait plus qu'1 kilomètre à faire. Je ne vais pas dire dans le Tour de France, il restait encore une étape contre la montre le dernier jour, mais 1 kilomètre dans le Puy-de-Dôme, et c'est 1 kilomètre qui était très pénible. Mais évidemment, quand on a le maillot jaune sur les épaules, il faut savoir se surpasser, aller au fond de soi-même. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, ça m'a permis de garder 14 secondes à l'arrivée. Alors si on reprend les tours que vous avez gagnés, 5 tours, oui. Recordman du monde des Tours de France avec Eddy Merckx. Avec Eddy Merckx et Bernard Hinault. Et Bernard Hinault. Si on reprend les tours que vous couriez à l'époque et les tours d'aujourd'hui, par exemple, vous allez suivre pour Antenne 2 le Tour de France là, est-ce qu'il y a une grosse différence? Bon, on ne peut pas faire de comparaison de génération parce que le Tour de France c'est toujours pratiquement la même chose. Il y a toujours le Tour Malais, il y a toujours l'école, 80 à 100 km contre la montre, c'est les coureurs qui font la course avant tout. Alors là, si on veut trouver une différence sur le Tour, oui, il y a l'amélioration des routes, il y a l'amélioration du matériel, mais ça va quand même quelques fois plus vite. Alors il n'y a pas de différence, un Tour de France c'est toujours un Tour de France qui ressemble à un autre Tour de France. Ce qui amène la différence dans le Tour, c'est les adversaires entre eux sur un Tour, et puis selon que le Tour est disputé, s'il y a de nombreux favoris, et je crois que cette année, je ne vais pas quand même anticiper votre question, mais je crois que cette année, ça peut être un Tour très intéressant, parce que pour moi, il y a 20 coureurs qui peuvent gagner le Tour. Eh ben, j'allais vous le demander, alors lesquels? Bon, il faut commencer quand même par les principaux, c'est-à-dire les Français avec Bernard Hinault et Fignon, parce que tout le monde va titrer, tout le monde va parler de ces deux coureurs. Bernard Hinault. On posera la question demain à Bernard Hinault, parce que Bernard Hinault sera notre invité demain midi. Oui, alors Bernard Hinault qui a gagné 5 Tours de France, qui lui peut battre le record, parce que maintenant je ne peux plus me défendre dans le Tour, c'est fini, hein. Il est trop tard. Hein. Et Laurent Fignon, mais alors évidemment, il ne faut pas oublier que pour Bernard Hinault, on ne l'a pas vu gagner une course depuis un an, alors est-ce qu'il prépare vraiment le Tour? Pour Laurent Fignon, il s'est fait opérer l'année dernière, est-ce qu'il a retrouvé la plénitude de ses moyens? On ne le sait pas, alors ça va être quand même les deux grands favoris du Tour, et là il faudra ajouter peut-être des garçons comme Jean-François Bernard, comme Herrera, mais on aura tout le temps d'en reparler pendant le Tour de France. Des Français, là. Herrera, non, Herrera c'est un Colombien. Oui, Jean-François Bernard est français. Oui. Les Colombiens, eux, vont, à votre avis, vont exploser un de ces jours dans le Tour de France? Je pense que cette année, c'est un grand tour montagneux, pardon, excusez-moi d'avoir dit le petit tour, c'est un grand tour montagneux, et ça avantagera davantage les Colombiens. Et comme il y a 13 étapes de plat avant le départ du tour, il suffit qu'il y ait un Colombien qui ne soit pas distancé avant la montagne, et 12 ou 13 étapes de montagne pour finir, et bien on peut voir un Colombien premier à Paris. Bien. Une petite anecdote, vous le dites dans votre livre, je crois. Jacques Anquetil porte la Légion d'honneur, bien sûr, c'est un des premiers sportifs qui a été décoré de la Légion d'honneur. Oui, c'était un bon groupe, mais vous savez qu'il le doit au général de Gaulle. Parce que lorsque le ministre des Sports de l'époque présente les nominations, enfin les promotions donc, et les propositions surtout, le général de Gaulle n'aperçoit pas le nom de Jacques Anquetil. Il dit, mais et Jacques Anquetil? Alors à ce moment-là, le ministre des Sports dit, mais vous savez, mon général, en ce moment, il y a ces affaires de dopage, de doping, etc. Vous ne pensez pas que, etc. Et le général dit, mais Jacques Anquetil a fait chanter la Marseillaise à l'étranger. Et il dit, le ministre des Sports répond, bien sûr, mon général, c'est vrai, il aura la Légion d'honneur. Et c'est le général qui vous l'a remis? Oui, c'est le général qui me l'a remis. C'est lui qui a fait la proposition, à la limite, et c'est lui qui l'a remis. Et il avait même répondu, doping connaît pas. Exactement. Merci Jacques Anquetil, merci Jean-Paul Olivier. Vous partez tous les deux sur le Tour de France. On aura l'occasion de vous retrouver à partir de vendredi, non? C'est ça, le prologue a lieu vendredi à Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt sur 1500 mètres, 2 km? Sur un petit peu plus. Un petit peu plus. Bon, vous nous direz ça vendredi. La séance à la Bourse de Paris.
Je crois, Christian Marimonneau, que le dollar est une nouvelle fois à la baisse, mais qu'en revanche, les étrangers reprennent leurs achats. Effectivement, Patrick, à la bourse de Paris, on a retrouvé le sourire. L'indicateur de tendance est à la hausse, plus 0,30. Le volume des affaires a surtout augmenté et on parle ce matin du retour des étrangers qui, une fois encore, achètent. Parmi les fortes hausses, eh bien, en vedette Lyonnaise des Eaux, plus 6,3. Thomson CSF, plus 2,5. UCB, c'est le bâtiment, plus 2,3. 2,1 avec la compagnie bancaire. Le club, plus 1,8. Enfin, Peugeot, plus 1,1. Le dollar, lui, eh bien, il est stable, à 6 francs 98,10. Même s'il prend qu'un petit centime, le mouvement est tout de même à la baisse. Il est lié à plusieurs facteurs et on parle notamment du phénomène pétrolier. Le marché, en effet, du pétrole est un petit peu anarchique à la baisse et entraîne donc le dollar. Sur le marché des changes, on note un franc résistant, même s'il y a quelques attaques. Les opérateurs notent ce matin des mouvements plus cycliques, ils appellent cela un franc neutre. Le de l'argent en très légère baisse, à 7,316e. En revanche, à noter une forte baisse de l'or. Le lingot c'est de 400 francs à 77 950 francs. Le Napoléon, lui, c'est de 5 francs à 516 francs. Pour tous ceux qui sont habitués à ce rendez-vous boursier, je vous recommande une lecture. L'année boursière 1985, mon cher Patrick Lecoq, pour les vacances, je vous le conseille. Pas vraiment des conseils, mais le bilan de l'année boursière qui est réalisé par la Chambre syndicale des agents de change à Paris. Voilà pour la Bourse de Paris aujourd'hui. Il est 13h et presque 27 minutes. Le rappel du grand titre de l'actualité de cette matinée qui nous est tombé pendant ce journal. Le Conseil constitutionnel a déclaré ce matin conforme à la Constitution la loi rétablissant le scrutin majoritaire pour l'élection des députés sous réserve d'interprétation qui commande la délimitation des circonscriptions. Prochain rendez-vous 20h, c'est Claude Sérillon qui vous y attendra. Bon après-midi.